Bonjour ici, salut là-bas. Bienvenue sur France O et la chaîne parlementaire dans votre émission citoyenne. Cette émission, elle s'appelle Flash Talk et vous savez maintenant, c'est un véritable forum posé au milieu de la ville et de ses habitants. Aujourd'hui, on est à Paris, on est à la sortie du métro Breguet-Sabin, à quelques pas de la Bastille. Et aujourd'hui, on parle de la situation des prisons en France. Ah oui, la France qui est régulièrement montrée du doigt pour l'état de ses prisons et la situation ne cesse de s'aggraver. Surpopulation, évasion, agression, suicide se multiplient. Alors comment améliorer les conditions de détention dans les prisons françaises? À quoi sert la prison? Est-ce qu'il faut développer les peines alternatives? On va se poser la question aujourd'hui. C'est vous qui allez faire ce débat. Évidemment, vous le faites autour de ce tapis, mais vous le faites aussi sur les réseaux sociaux, directement sur Twitter avec le hashtag FlashTalk. Cette émission est intégralement filmée au smartphone. Aujourd'hui, notre community manager s'appelle Mélanie. C'est elle qui va lire tous vos tweets et me les envoyer aussi directement pour que je puisse les répercuter à l'antenne. Et à côté d'elle se tient notre cartooniste cette semaine, c'est AC. Il va regarder attentivement tout ce qui va se dire aujourd'hui et puis on ira le voir pendant l'émission et puis il conclura aussi avec ces fameux dessins, ma chère Sonia. Alors, quelle image vous avez de la prison? On va commencer par des réactions dans le public. Bonjour mademoiselle, comment vous appelez? Juliette. Juliette, vous avez quel âge? 21 ans. Quelle image vous avez de la prison, Juliette? Quand on parle de prison, je pense directement à une cellule très petite, tout bétonné, des gardiens, vraiment un endroit clos et un peu glauque. Voilà. De ce côté-là aussi, bonjour monsieur, c'est quoi ton prénom? Yvon. Yvon, je crois que tu fais partie d'une association, Yvon. Oui, je fais partie du CLIP, le Club informatique pénitentiaire. L'objectif de l'association, c'est la réinsertion des détenus par l'informatique. Donc, ouais. Nous sommes tous des bénévoles. Bon, toi, tu connais bien le milieu du coup, mais quand je te dis prison en France, à quoi ça te fait penser tout de suite? Je pense surtout à enfermement et non pas à réinsertion. Enfermement et pas forcément réinsertion. Alors, avant de lancer le débat, je vous propose de vous mettre les idées au clair et en chiffres avec le Data Flash de Juliette Jean. Au 1er juillet 2018, 70 710 personnes étaient détenues dans les prisons françaises, pour un total de 60 000 places. C'est un record historique depuis la Libération. Mais pour mieux comprendre, il faut distinguer les différents types de prisons. Les maisons d'arrêt, les maisons centrales et les centres de détention. Les maisons d'arrêt sont les lieux de détention les plus peuplés. Elles accueillent les prévenus en attente de jugement et les condamnés à des peines de moins de 2 ans, donc la grande majorité des détenus. C'est un régime dit fermé. Les portes des cellules sont constamment closes, à l'exception de la promenade. Les maisons centrales, le deuxième type de prison, ont également un système de portes closes. Elles accueillent, elles, les détenus condamnés aux plus longues peines et considérés comme dangereux. La troisième catégorie de prison est le centre de détention, où les détenus purgent leur peine, supérieure à 2 ans. Sauf qu'ici, les cellules sont censées être ouvertes pendant une partie de la journée, afin que les détenus puissent circuler, accéder au travail ou à une remise à niveau scolaire. Mais dans les faits, cela dépend du comportement de chaque détenu. Alors, quelles prisons sont surpeuplées? En centre de détention, pour 100 places, 91 détenus sont emprisonnés. En maison centrale, pour 100 places toujours, 74 détenus sont emprisonnés. Mais en maison d'arrêt, pour 100 places, on compte 140 détenus. C'est l'un des pires taux d'Europe. Alors forcément, les conditions de détention sont souvent déplorables. Puces de lit, rats, moisissures dans les douches, sans oublier la promiscuité. Souvent, 3 voire 4 personnes sont enfermées dans 9 mètres carrés, et ce, 22 heures sur 24. Autre conséquence, l'insécurité pour les surveillants et pour les détenus. La prison est-elle une honte de la République ?
La prison est-elle une honte de la République? Je vais poser la question à ce monsieur qui lui a passé 30 ans derrière les barreaux. Vous avez peut-être lu son histoire. Il l'a raconté dans cet ouvrage Entre quatre murs. Ancien détenu, Eric Sniadi. Bonjour Eric. Bonjour. Ça va bien? Bien et vous? Très bien, merci d'être là. J'ai à côté de moi quelqu'un qui s'est évadé plusieurs fois, qui a toujours été repris. Arrêtez-moi si je me trompe, hein. Jusqu'à sa libération en mars 2015, vous avez connu la prison de Fresnes, les Baumettes, Los-les-Lilles, Bapaume, Poissy, Grasse ou encore Nice. Pouvez nous raconter les conditions de ces années de détention? Elles étaient atroces, quoi, surtout dans les années 80. Parce que moi j'ai vu tout le système carcéral avancer. C'est-à-dire la première fois que je suis rentré en prison, c'est en 78, du temps des condamnés à mort. À cette époque-là, il n'y avait rien du tout, quoi. C'était extrêmement dur. Puis après, les conditions de détention se sont apaisées avec les socialistes lorsqu'ils sont arrivés au gouvernement en 81. Mitterrand, Badinter, guerre des Sceaux, qui a tout transformé à l'intérieur. On a eu la télévision. Aujourd'hui, il y a les téléphones mis en place par l'administration pénitentiaire. On ne parle pas des téléphones portables, ceux qui nous filment. Voilà. À l'époque, il n'y avait pas tout ce confort. C'est pas avec des télés, en mettant des télés, qu'on va humaniser le détenu. Il faut investir dans des infirmiers, des éducateurs, des CIP. Des CIP, des conseillers d'insertion pénitentiaire. Un conseiller d'insertion pénitentiaire ne peut pas s'occuper de 100 ou 120 détenus, il n'y a aucun suivi. C'est se foutre de la gueule des gens, quoi. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous toutes ces années, Eric? La souffrance, j'ai énormément souffert. Vous savez, 30 ans de prison, vous ne les faites pas comme ça sur un pied, quoi. J'ai eu des moments très très durs à passer, quoi. Mais je les ai toujours surmontés grâce au sport. J'étais contre tout ce qui est neuroleptique, tranquillisant. Les infirmières, les psychiatres en prison, je les traitais de dealers, parce que pour moi, c'est des dealers, ces gens-là. Vous avez vu les conditions des détenus s'améliorer au fil des années ou c'est le contraire? Oui, bien sûr, elles se sont améliorées, mais au niveau de la réinsertion, il n'y a rien du tout, quoi. Mettre des gens en prison, quelque part, il faut les punir, mais aussi, dès qu'ils rentrent en prison, il faut déjà les mener vers la réinsertion, quoi. Et il n'y a aucun suivi à ce sujet-là. Il va être question de réinsertion, évidemment, aussi pendant ce Flash Talk. Merci Eric, à tout de suite. Raphaël, je me trouve, moi, de mon côté, avec Audrey Chenu. Bonjour Audrey, merci d'être là parmi nous aujourd'hui. Vous êtes ancienne détenue, vous avez fait 2 ans de prison suite à une condamnation pour trafic de drogue et vous êtes aujourd'hui institutrice en Seine-Saint-Denis. Vous êtes passée par la maison d'arrêt de Versailles et de Fresnes, où vous nous avez dit avoir expérimenté l'inhumanité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Ouais, je pense que la prison, pour moi, c'est vraiment le lieu où j'ai vu et j'ai entendu des choses que je pensais pas dans un état de droit comme la France, on dit toujours c'est les droits de l'homme et tout ça. Et en fait, moi, en prison, ce que j'ai vu, c'est l'envers du décor, quoi. La répression bête et méchante, l'arbitraire, l'indigence, les gens quand même pas un rouleau de PQ, pas de serviette hygiénique, enfin, je sais pas, j'ai des conditions de vie que je pensais pas exister ici, quoi. Est-ce que la situation est un petit peu meilleure dans les maisons d'arrêt pour femmes par rapport à ce qu'on voit chez les hommes ? Alors, je dirais pas qu'elle est meilleure, mais c'est vrai qu'on n'a pas, par exemple, la surpopulation. Parce qu'on reste une minorité par rapport à la population carcérale. On est à peu près 5%, donc souvent, il y a de la place pour nous. Voilà, ça, c'est un avantage. L'inconvénient, c'est que je pense que la prison est une institution qui a été pensée par et pour des hommes, comme la plupart des institutions dans cette société. Et donc, il y a plein de choses auxquelles ils n'ont pas pensé. Et l'autre chose, c'est que pour une femme, pour la plupart des femmes qui sont mères, c'est une double peine parce que déjà, on leur tire leurs enfants. Et ça, c'est la première souffrance. Et voilà, je pense à elle aujourd'hui. Mais il faut des moyens humains, comme il a dit le sortant de prison juste avant moi. Et c'est pas trop la politique actuelle, quoi. Et de toute façon, je pense vraiment que la prison sert à rien. Bon, vous parlez de politique actuelle, Audrey. Justement, le gouvernement a présenté un plan prison qui veut s'attaquer à la surpopulation carcérale en créant 7000 places d'ici la fin du quinquennat et en développant les alternatives à l'incarcération pour les courtes peines. Je me rapproche donc de Adeline Azan, contrôleur général des lieux de privation de liberté. Est-ce qu'à votre avis, ce plan va dans le bon sens ? Sur le papier, oui. Sur le papier, hein. Voilà, sur le papier, oui, parce qu'il y a un certain nombre d'annonces qui sont faites, et notamment de dire que la prison doit être le dernier recours et que les courtes peines ne servent à rien.
Mais en réalité, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en réalité, les moyens qui sont mis en face ne vont pas permettre de réduire la surpopulation carcérale. Or, Qu'est-ce qu'on nous propose comme moyen? Alors, Et il faudrait quoi? il faudrait vraiment une politique qui réduise le nombre d'arrivées en prison. Or ça, rien ne le dit dans le projet actuel. Et il faudrait vraiment que la prison ne soit réservée qu'aux choses les plus graves, qu'aux infractions les plus graves, et que pour tout le reste, il y ait des alternatives à l'incarcération, c'est-à-dire bracelet électronique, semi-liberté, chantier à l'extérieur, toutes ces formules qui sont des condamnations, mais qui sont des condamnations à effectuer en milieu ouvert avec une surveillance. Et beaucoup croient qu'une peine aménagée, puisqu'on parle de peine aménagée, ça n'est rien. Un bracelet électronique, ça n'est pas rien. C'est une restriction de liberté importante pour la personne qui l'a subie. Et ce dont on s'aperçoit depuis un certain nombre d'années, c'est que les peines prononcées sont de plus en plus longues. Il y a de plus en plus de détention provisoire. Donc, en fait, les comparutions immédiates, qui est une procédure qui a remplacé les anciens flagrants délits, sont très pourvoyeuses de peine ferme. Donc, en fait, toute la politique pénale aboutit à ce que les prisons soient pleines. Et puis, surtout, le plan qui a été annoncé est un plan essentiellement de construction de nouvelles places. Et moi, je suis intimement convaincue, et d'ailleurs les études le montrent, que plus on construit de nouvelles places, plus elles seront remplies. Donc ça n'est pas ça la solution. La solution, c'est de mettre les moyens sur les peines alternatives. Adeline, vous avez aussi régulièrement dans les médias publiquement dénoncé les conditions d'occupation dans les prisons, notamment celle de Fresnes en région parisienne, qui est l'une des prisons les plus surpeuplées et dégradées en France. Il y a quelques mois, vous alertiez sur des conditions que vous disiez épouvantable, avec un taux d'occupation de 200%. Il faut se rendre compte de ce chiffre, 200%, donc le double de ce qui est autorisé et légal, et puis des rats aussi à peu près partout. La situation s'est améliorée depuis que vous l'avez dit? Un tout petit peu, mais elle reste quand même très critique. Et puis ce qu'il faut savoir surtout, c'est que malheureusement, ça n'est pas seulement la situation de Fresnes, puisque toutes les maisons d'arrêt de la région parisienne, toutes, sont à 200% de taux de surpopulation, et outre-mer c'est encore pire puisque c'est à peu près 210-215%. 200% en Île-de-France, 215% en outre-mer sont des chiffres quand même qui nous font tomber de haut, Sonia. Et il y a la question de la surpopulation, évidemment. Il y a une autre source de difficultés en prison, le manque de personnel et le déficit de surveillants. On a vu un certain nombre de mouvements ces derniers mois. Ces agents sont souvent débordés, voire pas formés pour s'occuper de détenus radicalisés, suicidaires ou relevant de la psychiatrie. Notre reporter Estelle Janjo a eu l'autorisation de se rendre dans la maison d'arrêt de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, pour suivre le quotidien de l'un de ces surveillants. C'est le hashtag 24 heures avec un surveillant de prison. Regardez. Merci beaucoup. Merci. Surveillant, c'est un métier que je ne connaissais pas. J'ai appris à connaître. Et finalement, il y a beaucoup de critiques concernant le métier de surveillant. Mais en fait, c'est un travail comme un autre. J'ai dû quitter la Martinique pour venir travailler en France. Donc alors, il suffit de regarder le temps. Je regarde. Je vois par exemple que soit il n'y a personne ou le détenu il n'est pas présent dans sa cellule. Donc à ce moment-là, avec mon pied, je mets mon pied toujours en opposition. J'ouvre la cellule, voilà, et j'accompagne. Lors d'une fouille, je suis censé normalement trouver des choses qui sont interdites. Donc ça peut être un portable, ça peut être un chargeur, ça peut être par exemple un iPod ou un MP3. Je vais retirer le drap et regarder s'il n'y a pas un trou dans le matelas. J'ai un parloir à 14h45 et j'ai des détenus qui ont été convoqués par ma lieutenant pour un entretien. Bonjour monsieur, vous êtes prêt pour le parloir? Oui.
Et justement, je suis avec Lukenson Augustin. Bonjour Lukenson, vous êtes membre du syndicat UFAP-UNSA Justice, syndicat majoritaire chez les gardiens de prison. On vient de voir un court extrait du quotidien d'un gardien de prison. Il s'agit vraisemblablement, il faut le préciser, d'une maison d'arrêt où les choses se passent bien, et tant mieux, en tout cas pas trop mal. Il y en a, mais ce n'est pas le cas partout. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans l'exercice de votre métier au quotidien ? Déjà, j'aimerais faire une petite rectification sur le nom. Souvent, on est appelé gardien de prison, mais surveillant pénitentiaire. Pourquoi ? On a pas mal de domaines, et si nous sommes dans les prisons, c'est bien pour des choses. Gardiens, par nos collègues, sont un peu péjoratifs. Et après, les difficultés, oui, elles sont là. Dans quel sens ? Manque de moyens, manque de personnel, et c'est là notre lutte aujourd'hui. Vous êtes originaire de l'île de Saint-Martin, Lukenson. Est-ce que quand vous êtes arrivé en métropole, vous étiez préparé à la situation que vous avez découverte dans les prisons ? Non, pas du tout, parce que ça fait 15 ans que je suis ici et j'ai quitté Saint-Martin à l'âge de 18 ans après mon bac. C'est vrai que ce n'est pas un métier que, on va dire que lorsqu'on est petit, on rêve de faire. Mais c'est un métier que je dis qu'en termes humains, c'est quelque chose qui est important. C'est vrai que lorsqu'on écoute les conditions des personnes, des anciennes personnes détenus qui ont eu leur vécu dans les prisons, c'est quelque chose qui ne sont pas forcément faciles parce qu'on oublie souvent qu'on leur prive de la liberté. Et cette liberté, c'est quelque chose qui est mal vécu. Mais il faut aussi des personnes humaines présentes à côté d'eux. Parce que imaginons que nous, surveillants pénitentiaires, remplacés par des robots ou des machines, je pense que leurs conditions de vie seraient encore plus difficiles dans les détentions. Et nous, ce qu'on demande, c'est vraiment qu'il y ait un personnel important qui nous permet de faire notre métier comme on aimerait le faire. Parce que le manque de moyens, le manque de personnel se voit lorsqu'on voit les maisons d'arrêt à plus de 200% d'occupation aujourd'hui, alors que le personnel n'a jamais augmenté. Et les murs aussi n'ont pas pris de place, n'ont pas grandi non plus. Donc voilà. Alors quand même, moi je suis avec Eric. Eric, ancien détenu, je me trompe pas ? Tout à fait. Comment ça va Eric, tu vas bien ? Tranquille, et vous ? Bon, plutôt bien, mais tu as une question. Tu voulais réagir à ce que tu viens d'entendre. Il y a une question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est donc respect surveillant. J'ai connu quelques années la détention, j'ai connu des surveillants qui méritent vraiment qu'on respecte leur travail, mais j'ai connu aussi, pour faire la comparaison avec l'automate lui risque pas de mettre des coups de pied dans le cul des détenus. J'ai connu des détenus qui ont été massacrés au mitard. Donc vous, en tant que surveillant, et je respecte la profession, quelle est votre vision du travail ? Dans les années 80, on demandait aux surveillants, et c'était dans les postes de travail lors du recrutement, c'était servir la réinsertion. Magnifique, impeccable, j'ai connu. Et là, actuellement, tout ce qu'on demande, c'est de l'ordre. C'est-à-dire le premier détenu qui bouge l'oreille, on lui tape dessus. Quelle est votre vision du métier dans l'idéal ? Des violences contre les détenus par certains surveillants, ça existe ? Après, les violences vécues par par certains surveillants, je ne sais pas, on va dire vous poser la question, est-ce que ça existe ? Ça existe aussi les violences des détenus sur certains surveillants. C'est-à-dire que c'est côté humain ça. Mais chaque jour, je regarde la télévision et je ne vois jamais dire qu'un surveillant pénitentiaire a massacré un détenu. Lorsque ça arrive, c'est dommage. Mais ça arrive, on peut rien y faire. Ça, c'est la personne. Et tous les collègues ne sont pas cette personne-là. Ça fait pas mal réagir d'ailleurs autour de moi. Quand ça arrive, c'est dommage. Nous dit notre camarade en face. C'est quoi ton prénom toi ? Moi je m'appelle Kamel. Kamel, tu vis où toi ? Moi je suis de Paris. Et alors, toi aussi je t'entendais dire oh là là, n'importe quoi, oh là là. J'ai vécu et en fait tout ce qu'il dit c'est... Il dit, et on ne parle pas des gens qui agressent les surveillants, mais ce n'est pas la question qu'on vous avait posée. On vous a posé si les surveillants ils ont déjà tapé des détenus. Et la vraie chose c'est que en fait, les surveillants ne sont pas là pour le bien du détenu, pour qu'il se réinsère. Et le truc, vous ne cherchez pas que la détention soit calme. Ce n'est pas votre but, en fait, pour la plupart du temps. Moi, ce que j'ai connu, c'est que voilà, vous cherchez à faire du chiffre pour qu'on réponde bien à vos demandes, en fait. Toi-même, tu as été détenu ou tu as été surveillant de prison ? Non, j'ai pas été surveillant, non. Et je pense pas que je serais resté. Parce que je peux comprendre à la rigueur, justement, quand il y a quelqu'un qui trouve pas, qui veut faire surveillant de prison, il peut faire ça 6 mois, mais quand il se rend compte de la réalité sur lequel il est, dans quel terrain, je pense qu'il change de travail. Alors on va le laisser répondre, on va laisser répondre. Vous le permettez, Lukenson. Moi, je vais juste mettre fin à cela dans le sens que pourquoi faire ça ? Parce que nous, ce qu'on demande, c'est des moyens. Moyens en personne, moyens matériels. Cela veut dire que si on le demande des moyens, et je pense peu importe les personnes détenues seront d'accord pour nous, parce que ça a amélioré leurs conditions de vie dans la détention, tout simplement. Donc le discours pour mettre la pagaille n'est pas cohérent. Pourquoi mettre la pagaille ? Qu'est-ce qu'on va en tirer dans tout ça ? Vous dites que vous vous battez aussi pour les conditions de détention des détenus ? Non, principalement mon combat,
c'est pour nous donner des moyens. De moyens pour qu'on puisse exercer, mieux travailler. Et lorsqu'on va travailler dans les bonnes conditions, bien sûr que l'amélioration des conditions de vie des personnes détenues dans les prisons vont s'améliorer. Bien sûr, le problème n'est pas les surveillants de pénitencier. Mais à un moment donné, il faut aller à l'origine. Ce sont les politiques, moi je dirais. Pourquoi autant de personnes actuellement enfermées ? Il faudrait commencer à prendre les choses dans la racine. Donner les moyens dès le jeune âge. Donc, ce n'est pas à nous maintenant, aujourd'hui, de faire ce genre de choses. Moi, je me tiens aux côtés, Sonia, de Céline. Céline L, femme de détenue, on peut dire ça aussi. Vous avez peut-être lu son ouvrage « En attendant notre liberté ». Vous avez dit « La justice vous a condamné à attendre la sortie pour redevenir une femme », c'est ça ? Exactement, oui. En tant que femme de détenue, on est mis de côté et pourtant la peine de notre conjoint, on la vit pleinement. Vous avez dépeint votre travail en disant qu'il y a une part d'humanité. Où elle est, cette part d'humanité, étant donné qu'en face de vous, vous avez vos détenus, et je le comprends, mais vous avez aussi les familles qui rentrent au parloir, les familles qui essayent de communiquer en vous disant, voilà, j'ai un décès à annoncer, voilà, j'ai un papier à rentrer à mon mari, voilà, j'ai une demande spéciale à faire, est-ce que je peux rentrer exceptionnellement ce document ? Vous me parlez de votre métier avec humanité. Où est l'humanité ? On est humains tous, tant vous que nous. Certains détenus vous respectent, comme moi je respecte des surveillants qui ont gardé leur humanité, qui m'ont permis de rentrer un médicament pour soigner le rhume de mon mari, parce que ça faisait 3 semaines que je demandais une visite médicale, ou etc. Aujourd'hui, on arrive avec des jeunes de 20 ans qui choisissent une formation pour l'aspect financier, parce qu'il n'y a pas d'autre boulot, parce qu'ils n'ont pas le choix, qui sont jetés comme ça en pâture avec, bien sûr, des personnes qui ont des problèmes psychologiques, qui ont des problèmes, les problèmes de l'enfermement, les familles avec l'enfermement. Et au final, personne n'est capable de gérer. Et tout le monde arrive avec sa peur. Vous avez peur des détenus, les détenus ont peur de vous. La peur, elle engendre la violence et elle engendre la peur. J'aimerais rebondir sur un point. Encore toujours, ce sont vos dires. J'ai peur des détenus, les détenus ont peur de nous. Tout dépend. Vous avez toujours une personne qui a toujours été là pour vous. Si, vous l'avez dit, vous l'avez dit. Donc l'humain est là, l'humain est présent, il ne faut pas nier ça. Il y a un travail, il faut respecter leur travail. Je ne peux pas vous permettre de dire qu'ils sont là que pour prendre de l'argent. Sinon, ils seront partis faire autre chose. Je voudrais souligner également, parce que Luc Henson, voilà, vous avez répondu à toutes les questions qui vous sont posées aujourd'hui, et bien que Luc Henson, c'est le seul responsable syndical pénitentiaire qui a accepté de participer à l'émission aujourd'hui et qui est là avec nous. Et on vous remercie d'être là et de participer à ce débat et de répondre aux questions. Je suis également avec Benoît David, qui est là parmi nous aujourd'hui. Bonjour, vous êtes avocat en droit pénitentiaire. Vous êtes également membre de l'Observatoire international des prisons et président de l'association Banc Public. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ce stade de l'émission sur tout ce qui a été dit ? Les conditions d'incarcération aujourd'hui en France, est-ce qu'elles sont si inhumaines qu'on le décrit et qu'on l'entend souvent ? Alors, ce que j'ai envie de dire déjà, c'est qu'est-ce que c'est que cette société qui a comme modèle finalement de construire des places de prison ? Parce que c'est ça en fait aujourd'hui. On nous dit, on construit des nouvelles prisons, des prisons toutes neuves, des prisons modernes. Et c'est ça en fait un modèle de société, c'est de construire des prisons. En fait, c'est ça que nous donnent nos politiques. Et ensuite, il y a quand même l'idée que ceux qui enferment au départ, ce sont des juges. C'est des décisions judiciaires. S'il y a des gens qui sont en prison, s'il y a une surpopulation carcérale, et Madame le contrôleur le rappelait, c'est parce que finalement des juges ont pris ces décisions-là. Sur la base de lois qui sont votées par des politiques, par les représentants de la nation. Oui, sauf que dans le code de procédure pénale est inscrit que tant la détention provisoire que la détention ferme sont les exceptions et sont en dernier recours. Et on a aujourd'hui effectivement une politique pénale, une politique au niveau judiciaire qui effectivement l'enfermer à tout va. Et on a ce problème-là. Vous nous dites que la surpopulation aujourd'hui, elle est essentiellement le fait des magistrats qui incarcèrent trop souvent et trop vite ? On est dans une république où on a une séparation des pouvoirs. Le judiciaire est indépendant de l'exécutif. Donc tout à fait, le judiciaire peut tout à fait refuser l'application d'une loi ou d'une politique pénale puisqu'il y a une indépendance des magistrats du siège. Donc on a quand même ça à l'origine, avec des juges aussi d'application des peines qui finalement n'accordent pas des mesures d'aménagement de peine et préfèrent aller finalement en fin de peine pour un prisonnier alors qu'on sait que c'est beaucoup plus désocialisant et ça ne permet pas du tout la réinsertion et au contraire, ça favorise la récidive. Donc on a quand même
cette difficulté-là. Et puis, Ban Public suit depuis des années et a été la première association à essayer de dénombrer de manière certaine le nombre de suicides en prison et à pousser l'administration pénitentiaire à communiquer sur le nombre de suicides en prison. Mais vous avez une opacité toujours puisque l'administration finalement ne communique plus aujourd'hui sur le nombre de suicides. Et pour autant, ça dépend à la fois un mal-être, à la fois une absence de gestion et aussi au fait que des personnes qui n'ont pas leur place en prison mais plutôt devraient faire l'objet de soins psychiatriques se retrouvent incarcérées et sont poussées dans ces conditions-là. Adeline Hazan, vous vouliez réagir à ce qui vient d'être dit? Je voulais rajouter quelque chose. Je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire, mais c'est aussi la faute du législateur parce qu'il y a un moyen d'empêcher les juges justement d'incarcérer. Je vous donne un seul exemple. Il y a une loi qui va être débattue au Parlement qui va interdire les peines de moins d'1 mois. C'est bien parce qu'on sait tous que les peines courtes sont les pires. Mais beaucoup pensaient, et je fais partie de ceux-là, qu'il aurait fallu interdire les peines jusqu'à 6 mois. Mais à ce moment-là, les magistrats n'auraient plus eu le choix, ils n'auraient plus pu prononcer des peines de 6 mois. Donc tout ça, c'est une responsabilité collective. C'est la faute des politiques, c'est la faute des juges, de la même façon qu'un mot sur le débat qui a eu lieu sur les violences. Je crois que ça ne sert à rien de dire il y a des détenus qui tapent des surveillants, il y a des surveillants qui tapent des détenus. Il y a une situation où quand on est dans une prison où il y a 200% de personnes, où les détenus sont à 4 dans une cellule de 9 mètres carrés, où il y a un matelas par terre, où par la canicule qu'il a fait au mois d'août avec 35 ou 40 degrés dans les cellules, il y a des tensions partout. Il y a des tensions chez les détenus, il y a des tensions chez les surveillants qui font leur travail dans des conditions absolument épouvantables. Donc il y a des dérapages. La question, c'est s'il n'y avait pas toute cette surpopulation, si les détenus pouvaient travailler. Il n'y a que 20% actuellement des détenus qui travaillent. Donc la plupart, dans les maisons d'arrêt, restent 22 heures sur 24 enfermés dans des cellules. Comment voulez-vous que la réinsertion puisse se faire? Donc c'est un ensemble, ça. Les violences, c'est une conséquence de la situation. Enfin, tout ça est un ensemble. C'est pour ça que cet ensemble, il faut le revoir complètement à la racine. Si vous nous rejoignez maintenant, bienvenue, c'est votre émission de débat citoyen dans la rue, ça s'appelle Flash Talk. Aujourd'hui, on est à la sortie du métro Breguet-Sabin à Paris dans le 11e arrondissement. Merci d'ailleurs d'être de plus en plus nombreux à nous suivre ici en métropole, mais aussi dans les Outre-mer. Bonjour monsieur, je suis Raphaël de Flash Talk, ça va? Oui, ça va et vous? C'est quoi ton prénom? Oussine. Oussine, regarde, juste là, le tapis de Flash Talk, on parle de la prison aujourd'hui. Quand je te dis prison en France, à quoi tu penses toi? Je pense à la prison, mais à l'enfermement. Et puis justement, on a suivi le débat tout à l'heure. Il a mis une oreille quand même là-bas. Hein. Tout à l'heure en passant. Donc c'est vrai que c'est un vrai problème. Et le législateur, le député, il doit faire plus de travail de terrain. Parce qu'il faut se concerter justement, il faut exposer justement les contraintes de part et d'autre et légiférer juste. Voilà ce qui manque aujourd'hui. Légiférer juste, c'est vrai, on n'a pas de politique sur le plateau aujourd'hui, mais c'est pas trop tard, hein. On vous l'a dit, on est dans le 11e arrondissement de Paris. Monsieur, madame la députée, vous pouvez passer. Le débat aussi est assez tendu sur les réseaux sociaux avec le hashtag FlashTalk. Il y a par exemple LRM qui nous dit 7000 places de prison alors qu'Emmanuel Macron en avait promis 15 000. Ou encore XLRM qui nous dit l'accumulation de sursis pour délinquants est un bon moyen de lutter contre la surpopulation carcérale, mais très mauvais pour lutter contre la récidive. Vous découvrez juste avec moi Mélanie qui est notre community manager. Mélanie, tu as posé aussi une question, un sondage. On va y répondre à la fin de l'émission. Tu peux nous rappeler les 2 questions du sondage? Les 2 questions sont: la prison sont-elles la honte de la République et la réinsertion après la prison est-elle possible? Voilà, vous votez évidemment sur notre Instagram @flashtalkoff. Et AC, c'est notre dessinateur. Il se passe plein de choses là sur le plateau, camarades. Hein, ça va? Ouais, il y a un bon débat. Moi, je me suis dit, et là, quand j'entends un peu le gardien et le détenu parler, d'une certaine manière, je trouve que j'ai l'impression qu'ils sont tous les deux détenus, en fait, du coup. Donc, les conditions de vie, de travail dans les prisons, il y a le détenu d'un côté, et de l'autre côté, c'est pas le gardien, c'est le co-détenu. Ils sont ensemble avec cette petite chaînette là. Ils sont mignons, comme ça. Après, il y a Eric Sniadi. Vous avez fait Fresnes, Fleury-Mérogis, Les Baumettes. Laquelle a la meilleure note sur TripAdvisor? Eric, j'y pensais en plus. Hein. Eric, je vais te ramener ce dessin qui est magnifique. Après, pour améliorer les conditions de vie, j'ai imaginé en fait une petite situation où il y a 2 gardiens qui ont mis en place un escape game et vous n'avez rien trouvé de mieux qu'un escape game pour divertir les détenus et les mecs sont partis. C'est possible que ça arrive un jour, ça. Hein. Et enfin, Booba et Karis en concert. Ça aussi, ça peut aider la vie des détenus. Peut-être tu vas avoir des gros problèmes parce que je les connais. Hein. Assez. Ils sont baraqués et je peux leur dire où tu habites. Hein.
Alors, est-ce qu'on met trop de gens en prison aujourd'hui? Est-ce que la prison doit rester toujours le dernier recours? Est-ce qu'il faut développer les peines alternatives? On a commencé à amorcer ce débat-là et on va entendre à présent le point de vue de Guillaume Janson. Bonjour, vous êtes avocat au bureau de Paris. Guillaume Janson, porte-parole de l'Institut pour la justice. Et vous êtes plutôt sur une position anti-critique du tout carcéral, si je puis dire. Alors moi, ce que je crois, c'est qu'en fait, il faut avancer sur ces sujets sur 3 tableaux. Il faut à la fois prendre en considération le fait qu'aujourd'hui, il y a 15 000 détenus en surnombre dans les prisons. Alors, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le phénomène, il est concentré sur les maisons d'arrêt. Il faut absolument sortir de cette situation qui est génératrice de violence, et toute violence est inadmissible. Comment ? Il faut construire des prisons. Emmanuel Macron avait promis 15 000 places de prison. Aujourd'hui, et depuis le mois de mars, en réalité, il a annoncé qu'il n'en construirait que 7 000. Mais évidemment que l'intégralité de la réponse n'est pas que dans la construction de places de prison. Ce n'est pas un modèle de société, comme j'ai pu l'entendre tout à l'heure. Il faut également avancer à côté sur des alternatives. Les alternatives à la prison, elles sont intéressantes si elles sont crédibles. La question, c'est est-ce que tout le monde peut bénéficier d'alternatives à la prison? Est-ce que vous pouvez offrir un travail d'intérêt général ou placer sous bracelet électronique n'importe qui? On a tous les jours des faits divers qui nous montrent que non. Et la difficulté, si vous voulez, c'est que si vous voulez aujourd'hui faire de la prison un temps utile, et l'essentiel est là, si on veut derrière parler de réinsertion, eh bien on ne peut pas rester dans cet état de fait de situation de prison complètement saturée. Moi, Sonia, je suis à côté de Eric. On l'a entendu tout à l'heure en début d'émission, il avait pris la parole. Ancien détenu donc. Et tu me disais, tu as aussi porté un bracelet électronique, toi. Tout à fait, oui. J'ai porté le bracelet 9 mois. Quand j'étais dans les rues de Lille, les agents du service du bracelet m'appelaient sur mon téléphone pour savoir où j'étais. Après, c'est des alertes alors que je suis chez moi. Est-ce que tu pourrais dire que par rapport à la prison, est-ce que c'est mieux d'avoir un bracelet, d'être dehors ou il vaut mieux être enfermé en maison d'arrêt? Alors pour ma part, je dirais toujours que être dehors, c'est toujours mieux que d'être dedans, encore même avec le bracelet. Mais j'ai moi-même demandé à la juge d'application des peines de repartir en prison pour avoir moins de stress et moins de problèmes avec le bracelet. Tu étais tellement stressé, acculé, flippé, on pourrait dire? Arrivé au stade justement à demander à la JAP, à la juge d'application des peines, pour finir les 9 mois, de repartir en détention. Mais c'est une réalité. Adeline Hazan, vous avez envie de réagir au témoignage d'Éric qui nous dit presque je préférais être derrière les barreaux plutôt qu'avec un bracelet électronique? Moi, ce que j'ai pu constater, vu du poste que j'occupe, c'est que tous les détenus le disent, au-delà de 6 mois, ça devient difficile parce qu'il y a effectivement des contraintes qui finissent par peser plus psychologiquement que physiquement, parce que c'est quand même mieux d'être chez soi avec sa famille que d'être dans une cellule. Mais au fond, ce qu'ils disent tous, c'est que ça va pendant quelques mois et qu'au-delà de 6 mois, c'est compliqué. Ceci étant, moi je pense que c'est quand même une peine alternative. Il n'y a pas que celle-là, il y en a d'autres, le travail d'intérêt général, le sursis mis à l'épreuve, mais c'est quand même une peine alternative qui est préférable à l'incarcération. Et quand Guillaume Janson nous disait à l'instant les peines alternatives c'est bien joli, mais attention quand même, c'est pas pour tout le monde. Qu'est-ce que vous avez envie de dire là-dessus? C'est pas pour tout le monde. Il faut parler aussi des problèmes mentaux en prison. Il y a actuellement 70% des détenus, si on englobe tout, les troubles dépressifs jusqu'aux psychoses graves, il y a 70% des détenus qui connaissent des troubles mentaux. Sur cela, franchement, il y en a forcément un très grand nombre qui serait mieux ailleurs. Là où je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est que l'histoire prouve que plus on construit de prisons, plus elles sont remplies. Il y a un seul chiffre qu'il faut avoir en tête. Il y a 30 ans, il y avait moitié moins de places de prison. Donc on a doublé en 30 ans. On est passé de 30 000 places de prison à 60 000 places. Et on n'a jamais eu une surpopulation aussi importante. CQFD, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus il y a de places, plus les juges, pour le coup, incarcèrent. Plus il y a de places, plus les prisons seront remplies. Adeline Hazan, vous disiez il y a des gens qui n'ont rien à faire en prison.
Je vous prends en mot avec le témoignage que Mara Kanté, qui se tient à côté de moi, va apporter. Ça va, Mara? Ça va et toi? Très très bien, Mara. Pourquoi je dis ça? Parce que lui, il a été victime d'une erreur judiciaire. Peut-être vous rappelez-vous dans l'actualité, entre 2008 et 2010, ce qu'on appelait les émeutes de Villiers-le-Bel. Et toi, on va t'accuser, t'incarcérer pour port d'armes et tentative de meurtre sur agent des forces de l'ordre. Tu vas passer 29 mois en prison et finalement, tu es blanchi. Exactement, finalement je suis blanchi. Je suis blanchi après, on va dire, 4 ans de procédure. Mais avant d'être acquitté, j'ai quand même passé 29 mois en détention. J'en ai fait 11 en isolement. J'ai été transféré de maison d'arrêt en maison d'arrêt. La première maison d'arrêt, c'était Fresnes. J'avais 20 ans, on m'a mis en isolement. Ça a duré 1 an. Ce qui est dingue quand même, c'est que, entre guillemets, tu n'as rien fait. Et tu vas y passer 29 mois. On imagine déjà, et on entend les témoignages des anciens détenus qui sont là. Quand on est à l'intérieur, c'est dur. Mais quand on n'a rien fait, c'est encore plus dur. C'est 2 voire 3 fois plus dur. Mais voilà, on est dans une justice qui a des failles. C'est la justice humaine. Et la justice humaine, voilà, c'est pas un robot. Donc il y a des erreurs qui sont commises. Donc maintenant, il faut savoir les accepter, il faut savoir passer au-dessus, il faut savoir composer avec. Et c'est la vie, c'est comme ça. C'est juste qu'après, il faut qu'il y ait réparation et il faut que la réparation soit à la hauteur de la souffrance de la détention. C'est ce qui s'est passé dans ton cas? Malheureusement, non. Entre ce que j'ai vécu et ce que j'ai été indemnisé, il y a un décalage, c'est le jour et la nuit. On peut se donner une idée, peut-être une fourchette? À peu près 57 000 euros. 57 000 euros pour 29 mois passés en prison alors qu'on n'a rien à y faire. Voilà, on n'a rien à y faire. Et moi, j'avais 20 ans, je prétendais à ma petite carrière de footballeur professionnel. J'avais pas de casier judiciaire, j'avais pas fait de garde à vue, j'avais aucun antécédent. Et on m'a mis dans cette situation-là. Tu es dans quel état d'esprit aujourd'hui, Mara? Il y a eu, on va dire, un bon 18 ou 19 mois où j'étais assez remonté contre toutes les institutions que pouvait représenter la France. Mais bon, après, voilà, au fil du temps, les années passent et la haine s'atténue et on essaie de transformer tout ça en positif, tout simplement. Eh ben vraiment désolé et bravo pour ta force, ta résilience et pour ton témoignage aujourd'hui dans Flash Talk. Audrey Chenu, vous êtes une ancienne détenue, vous avez relaté votre expérience de la détention dans un ouvrage Girl Fight paru aux presses de la Cité. Et tout à l'heure, quand on a commencé à discuter, vous avez dit la prison, en fait, ça sert à rien. Ouais. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Je vais développer ça. Juste avant, je voulais juste rebondir sur le bracelet électronique parce que j'interviens souvent dans les prisons avec des jeunes, tout ça, et aussi en milieu ouvert. Et ce que m'ont dit quand même la plupart des jeunes qui avaient le bracelet, c'est qu'ils n'avaient pas envie de devenir leur propre maton. Et ça, je trouve ça intéressant. Et d'autant plus que du coup, ils avaient ce bracelet, mais ils n'avaient pas de perspective, ni d'emploi, ni de quoi que ce soit. Du coup, qu'on aille en prison, soi-disant pour réfléchir et pour se réinsérer, c'est ça l'idée. Mais quand tu sors, t'es dans la même merde, voire dans la pire merde qu'avant. Le premier sens de la prison, pardon, je parle sous le contrôle d'Aline Nazan, c'est quand même d'écarter un délinquant du reste de la société. Je sais pas s'il doit y avoir une utilité pour quelqu'un quand même politiquement, parce que ça fait quand même plus d'un siècle qu'on dénonce les atrocités et l'inhumanité de la prison. Pourtant, rien ne change, ils en construisent de plus belles. Il y a un truc qui m'échappe là. Et en même temps, vous, quand vous êtes sorti de prison, vous avez réussi à vous reconstruire, mais c'est pas du tout grâce à la prison, c'est pas du tout grâce aux personnes que vous avez pu y rencontrer ou à la réflexion à laquelle ça a pu vous mener. Non, moi j'ai fait ma trajectoire. La prison, ça a été une étape voilà, où j'ai dû m'arrêter et à des moments peut-être réfléchir. Et peut-être que je serais encore dans le trafic aujourd'hui si on ne m'avait pas arrêté. Maintenant, j'essaye de travailler dans l'éducation parce que j'ai envie de changer les choses. Parce que... Vous essayez pas, vous êtes institutrice en Seine-Saint-Denis aujourd'hui. Ouais, non, mais moi je m'interroge parce que j'ai l'avenir de cette société entre les mains. J'ai des gamins de 6-7 ans que je viens de quitter. Et je me dis, c'est quoi leur avenir et dans quoi ils peuvent se projeter? Il n'y a rien. Moi, je suis avec Rachid Santaki. Bonjour Rachid, ça va? Bonjour Rafale. Rachid, ancien détenu ou pas? Parce que j'en ai pas mal autour du plateau. Non, je ne suis pas passé par la case prison, mais j'interviens et j'anime des ateliers d'écriture en milieu carcéral et également des dictées. Voilà ce qui fait des dictées et des ateliers d'écriture. Tu peux nous raconter d'où vient l'idée et comment ça se passe? Du coup, en fait, il s'avère que mes livres, qui sont des romans policiers, tournent beaucoup en prison. C'est vrai que c'est ce que j'ai pas dit, c'est que tu as publié plusieurs ouvrages, plusieurs romans, notamment des romans policiers. Exactement. Et donc, il y a 6 ans, on m'a demandé d'intervenir. C'était la première fois que j'intervenais en milieu carcéral. Et c'est un moment, en fait, c'est 2 heures où je mets dans une bulle les participants
et on parle d'écriture, on construit des scénarios, des textes, des choses comme ça. Et je suis également membre du jury du concours Au-delà des lignes, qui est un concours d'écriture maintenant aujourd'hui national. Et je voulais lire un extrait du lauréat de l'année 2017. Ah bah alors, est-ce que ça vous dit? J'imagine que oui. Rachid, je t'en prie, le centre du tapis est pour toi. On t'a confié un micro et tu peux donc te lancer dans la lecture de ce texte. Le texte s'appelle Bleu, bleu, bleu. Bruit, cris, hurlements, pleurs, douleurs et silence malgré tout. Certains sont en cellule, certains vont en salle d'attente. Pour voir le chef, le docteur ou rien. Juste sortir et respirer une autre odeur. Tout ce que je vois, c'est bleu, bleu, bleu. Tout ce que j'entends, c'est monsieur, monsieur, monsieur. Et tous ces bruits qui jamais ne se terminent. Une image bleue, mais très horrible. Alors, toute la journée, je reste en cellule. La porte est fermée et j'écoute. Les surveillants bleus crient « Avance, monte, monte, monsieur. Vas-y, monsieur, dépêche-toi, s'il vous plaît, monsieur. Allez-y, monsieur. » L'alarme retentit encore. Les surveillants sont stressés et énervés. Enfin, les surveillants bleus crient « Monsieur, pour la dernière fois, monte maintenant, monte, dépêche-toi. Vite, vite, dépêche-toi, maintenant. » Tout ce que je vois, c'est bleu, bleu, bleu. Tout ce que j'entends, c'est monsieur, monsieur, monsieur. Et tous ces bruits qui jamais ne se terminent. Une image bleue, mais très horrible. Alors, ce qui nous emmène à la question de la sortie de prison, puisque la prison est aussi censée préparer à ça, à l'après. Aude Siméon, vous, pendant 20 ans, vous avez donné des cours en prison aux détenus. Est-ce que la prison prépare les détenus à la sortie ? Alors justement, je pense que c'est là la question. Il faut que la prison soit un temps de reconstruction et pas simplement un temps de peine. Un temps de reconstruction, ça veut dire qu'il faut que le détenu comprenne qu'est-ce qu'il fout dans une prison. Et en fait, la prison, au lieu je dirais, de réprimer, de casser, devrait soutenir et aider la personne qui, à un moment, n'a pas trouvé d'autre solution que de sortir, je dirais, de ce qu'on attendait d'elle. Et la prison devrait beaucoup plus être dans un rôle de respect de la personne, de soutien de la personne, pour trouver des solutions. Comment faire pour te reconstruire dans ce moment de pause ? Et comment faire pour que tu trouves des solutions une fois que tu seras dehors. Donc la réinsertion commence à l'intérieur de la prison, du moins devrait commencer à l'intérieur de la prison. Et c'est vrai que nous, quand on a des sortants de prison, puisque je suis la présidente d'une fraternité qui accueille des sortants de prison, je dirais qu'il n'y a aucun service après-vente de la prison. On reçoit des personnes qui n'ont pas un sou sur elles, qui ne savent pas où aller, dont tous les liens familiaux et sociaux ont été rompus et qui n'ont évidemment aucun espoir de travail. Donc ces personnes-là, il faut qu'on se débrouille avec. Et là, je dis, la prison, c'est grave parce qu'elle se contente d'enfermer et de relâcher de façon un peu abrupte, brutale. Et nous, nous associations bénévoles, on essaye de faire face. Et j'insiste, on est une fraternité. Ça veut dire qu'on considère que la société doit être beaucoup plus solidaire. Et que le problème, c'est qu'on alimente cette peur de la société. Et que c'est vrai qu'on a beaucoup de mal avec nos sortants de prison à cause de la peur des gens qui sont dehors, le manque de confiance des gens qui sont dehors. La personne, quel que soit ce qu'elle a fait, elle continue d'être une personne pleine de ressources. Et ça, on ne le dit pas assez dans notre société. On fait trop de focus sur les faits divers qui sont monstrueux. Et on oublie la personne et toutes ses souffrances, et puis toutes les victimes possibles, qui sont finalement très diversifiées. Vous êtes d'accord avec ça, Eric ? J'adhère entièrement. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une prise de conscience, c'est un fait en détention. S'il n'y a pas un soutien, moi je parle en connaissance de cause, j'ai eu du soutien des psychologues que j'ai rencontrés durant ma détention. S'il n'y a pas ce soutien-là, on ne peut pas se reconstruire et on ne peut pas non plus avancer en sortant de détention. C'est une vérité. Donc vous, vous avez eu la chance, c'est ça que vous nous dites, de rencontrer les bonnes personnes durant votre incarcération, ce qui vous a permis de vous réinsérer par la suite ? Tout à fait. J'ai à la fois rencontré des psychologues qui, pour certaines, étaient formidables, d'autres avec qui il n'y a pas eu le feeling, donc j'ai changé de psychologue. J'ai rencontré des CEPIP qui faisaient vraiment leur travail. Des conseillers d'insertion et de probation. Voilà, des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui faisaient vraiment leur travail, et d'autres qui étaient plus nuisibles qu'autre chose. Donc en fait, voilà, c'est ce qu'on se construit aussi comme relationnel. Et c'est aussi ce qui est important, c'est comment on prépare la sortie, mais avant la sortie. Voilà. Ça, c'est la clé de voûte. Quelqu'un qui ne prend pas conscience des motifs, les motifs qui l'ont amené en détention, quel que soit le motif, la personne qui n'en prend pas conscience et qui ne prépare pas volontairement et à fond sa sortie,
ça ne pourra pas le faire. Moi, je suis avec Anne-Marie qui est là. Anne-Marie, ça va? Oui. Anne-Marie, responsable d'association, ou en tout cas associative. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton asso? Auxilia, une nouvelle chance qui fait des cours par correspondance pour les détenus depuis près de 60 ans. 60 ans quand même. On parle de réinsertion justement. Voilà. L'idée, c'est d'aider les gens à aller avoir la lumière, avoir une fenêtre ouverte sur le monde extérieur pour commencer à préparer. Voilà. Donc, c'est des gens qui arrivent avec un CAP et qui vont sortir avec un DEA pour niveau bac, pour aller faire des études universitaires, etc. Et aussi, on forme des gens qui ont des bas niveaux parce qu'on s'est rendu compte que de plus en plus, les jeunes qui arrivaient en détention ne savaient pas forcément lire et écrire. Voilà, donc on voudrait être aussi acteur de cette partie-là. Merci Anne-Marie, merci pour cette participation. Je reconnais à côté quelqu'un de l'Institut Montaigne. C'est quoi ton prénom? Régis Verdier. Régis, on parle de réinsertion. Peut-être que vous avez écrit, réfléchi, pensé, sorti des rapports aussi. Comment ça se passe à l'étranger? Parce qu'on parle de la France, des Outre-mer, mais ailleurs. En effet, pour sortir un peu du débat franco-français sur les pour et les contre, on a essayé de regarder ce qui marchait vraiment à l'étranger pour la réinsertion. Et il y a plusieurs choses. D'une part, il y a les actions de formation à l'intérieur de la prison. Ce qui marche, c'est que ça permet de réduire les coûts de l'emprisonnement pour la société, parce qu'il y a beaucoup moins de récidives. On a calculé que, par exemple, 1,5 € dans une formation, ça permet de réduire de 4 € pour la société en général, donc pour tous les individus, le coût de la récidive. Alors là, on est pragmatique. Hein. Voilà. Et donc là, on voit bien que ça peut marcher. Et aussi, il y a une autre chose qui permet de bien prévoir la sortie, c'est l'utilisation du numérique. C'est vrai que c'est un peu notre idée à l'Institut Montaigne, c'est que si on utilise le numérique en détention, on peut par exemple se former. On peut avoir des certifications. Par exemple, en Angleterre, tous les prisonniers ont accès à un énorme campus virtuel qui permet de se former, de passer, d'avoir des certifications, un campus online, etc. Ce qui permet à terme de retrouver un emploi. On sait qu'aujourd'hui, il y a une énorme rupture entre le dedans et le dehors. Et bien ça, c'est des actions concrètes qui permettent de prévenir la récidive et de rendre la sécurité de la société plus sûre et qui sont efficaces. La prison, il y a une fonction de sanction, on le sait, elle restera là, mais il faut surtout que la fonction de réinsertion, elle soit renforcée parce qu'en France, on est très en retard là-dessus. Voilà, je ne veux pas être trop long, mais le rapport est en ligne et il y a beaucoup de recommandations qui peuvent être mises en œuvre maintenant. Il faut juste que les parlementaires, comme vous l'ont dit les gens ici, s'en intéressent, se saisissent de ce rapport et plus largement de ce débat. C'est entendu, merci. Où allez Sonia? Je suis là, Rafale, je suis avec Céline L. Céline, vous avez pris la parole tout à l'heure pour partager avec nous votre expérience d'ex-femme de détenue, enfin de femme d'ex-détenue. Vous vouliez dire un mot également sur la réinsertion? Alors, je voulais dire un mot concernant la réinsertion. La réinsertion, quand un détenu sort de prison, automatiquement, on demande à la personne avec qui il est, sa famille, sa mère, sa femme, etc., de prendre en charge la totalité. Ça veut dire que à la sortie d'un détenu, une femme, elle devient le maton d'avant. Et moi, je pense que la réinsertion ne passera que si à l'intérieur, déjà, c'est une place en atelier pour un détenu. Et si on prend en charge déjà à l'intérieur par des visites psychologiques, par des soutiens divers, la possibilité au détenu qui purge sa peine de pouvoir sortir sans avoir besoin d'un maton qui se nomme maman ou chérie. Voilà. Merci beaucoup. Céline, je voudrais vous entendre une dernière fois, Adeline Hazan, avant de conclure ce débat qui pourrait durer des heures. Évidemment, le sujet est tellement vaste. Sur la réinsertion, on entendait madame qui disait tout à l'heure, la réinsertion, elle se prépare avant la sortie. C'est aussi l'une des grandes failles des prisons françaises aujourd'hui. Oui, et en fait, il y a une loi, la loi qui fait référence, la loi de 2009 sur les prisons, assigne à la prison comme objectif majeur de préparer la réinsertion des détenus. Donc ça veut dire ça que c'est la loi elle-même qui le dit. Et que actuellement, compte tenu de tout ce qu'on a dit depuis une heure, malheureusement, la prison ne peut plus effectuer son rôle de réinsertion. Est-ce qu'elle ne le fait pas du tout ou est-ce qu'elle le fait quand même un peu? Oui, elle le fait un petit peu, mais elle le fera d'autant moins que la surpopulation sera ce qu'elle est actuellement, qu'on n'augmentera pas suffisamment le budget de la justice. Le gouvernement qui est en place actuellement a annoncé une augmentation de 25% sur 5 ans. Ok, c'est vrai que ça n'a jamais été le cas, mais il faudrait en fait doubler le budget de la justice et notamment doubler le budget de l'administration pénitentiaire qui est de 4 milliards par rapport à d'autres budgets, c'est rien du tout. Donc tant qu'on ne changera pas vraiment d'échelle, alors on ne fera que bricoler.
Le plan prison n'est pas sérieux quand une école est pleine, vous virez les élèves. Non, vous ouvrez des classes, nous dit XLRM sur le hashtag FlashTalk. Où il y a encore Laurent qui nous dit la prison devrait être l'exception mais devient la règle et empêche tout travail de réinsertion qui est le premier rôle de la détention, dit Laurent. Donc Parquet Massif nous dit il faut construire des prisons avec une offre diversifiée de travail, de formation, de scolarité et des conditions dignes de détention. Encore Sofiano dit la réinsertion est possible quand il y a un suivi d'une SPIP ou si la personne a un travail en sortant. Mélanie me communique donc ses tweets et a aussi regardé très attentivement ce qui se passait du côté du sondage qu'on a lancé sur notre Instagram. Oui, alors du coup, 45% des personnes pensent que les prisons sont la honte de la République. 45%, c'est donc en dessous de la moitié. Hein. Et deuxième question que Flashtalk avait posée. 100% des personnes pensent que la réinsertion après la prison est possible. 100%, c'était jamais arrivé chez nous. Non. 100%, merci à tous les votants. Hein. N'hésitez pas à venir nous follow. FlashTalk Off, CAC qui, lui, a regardé, a écouté, a observé. Là, on l'a mis sur sa petite table à dessin. Qu'est-ce qu'il en sort, camarade? Bah écoute, là j'ai 3 petits dessins pour terminer. J'ai pensé à Redouane Faïd, on parlait juste de la formation jusque-là. Est-ce que la formation en prison favorise la réinsertion? Et là on voit Redouane Faïd qui s'envole avec son hélicoptère en disant « Ma formation de pilote m'a bien aidé ». Bien, c'est bien ça, c'est bien. J'étais pas super tranquille pour faire de la caricature, donc là j'ai un ancien détenu derrière moi qui dit « C'est moi que tu dessines là ?» Non, non, monsieur. Il est encore là derrière toi, fais gaffe. Hein. Et enfin, on va terminer avec les différents types de prisons dont on parlait tout à l'heure, le centre de détention, la maison centrale et la mairie de Levallois-Perret. Moi, j'ai une préférence pour cette prison-là. Ouais, je pense qu'en termes de lieu de vie, c'est pas mal. Je pense que les gens veulent y rester dans cette prison. Voilà, on les embrasse, hein, les gens de Levallois-Perret, évidemment. Et il est l'heure de conclure cette émission avec le traditionnel tweet de fin, Rafale. Évidemment, puisque le débat continue sur les réseaux sociaux, il y a Ramo Signo qui nous dit « Ils méritent peut-être la prison, mais pas de vivre dans leur propre merde ». Merci à tous d'avoir participé à ce débat aujourd'hui. Un débat très riche, hein, évidemment. On n'a pas pu aborder tous les aspects. On en reparlera peut-être dans une prochaine émission. On se retrouve très vite sur la chaîne parlementaire ou sur François. Merci de votre fidélité. Salut! À bientôt!